Alors c'est vrai que ça, c'est un moment qui m'a pas mal marqué parce que je me souviens encore je crois que ça s'est passé sur 2-3 jours où quand je suis revenue du camp, c'est que j'ai vu justement que mon fils se comportait pas de la bonne manière. J'étais forcément sous le choc. Je me suis dit, j'ai vu que mon avenir s'écroulait littéralement. J'étais au bout de ma vie. Et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai passé une nuit à ne pas dormir, à pleurer, deux, 3 nuits. Et je me suis réveillée un matin en me disant, c'est pas grave. Voilà, la vie, de toute façon, voilà, c'est là, tu ne peux rien faire. Et du jour au lendemain, je me suis réveillée avec une espèce de force qui a fait que du jour au lendemain, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai commencé à me renseigner. Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale. Personne ne devrait se retrouver démuni face à ses enfants. Alors je vous livre dans ce podcast des clés de compréhension et de réflexion, des témoignages réconfortants de parents en difficulté et des interviews d'experts. À vous de piocher votre bonheur. Bienvenue dans ce podcast pour et par les parents. Bienvenue dans Grands Défis et Tout Petits. Avant de commencer cet épisode, je laisse mon micro à Lola du podcast Atypique qui a un message à vous faire passer. Bonjour, je suis Lola, la créatrice du podcast Atypie. Alors Atypie, c'est le podcast dans lequel on aborde des sujets autour de l'éducation, de la parentalité, sous le prisme de la neurodiversité. Des pères et des mères d'enfants hypersensibles, au potentiel ou avec des troubles des apprentissages ou un trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, ou porteurs de troubles du spectre de l'autisme, viennent à mon micro pour témoigner de leur quotidien. Ils partagent leurs expériences, leurs doutes et les joies aussi d'accompagner ces enfants extraordinaires. Il y a également des experts sur Atypie Podcast pour apporter toutes leurs connaissances et leur savoir-faire pour accompagner les parents à relever les défis d'une parentalité elle aussi atypique. Pour compléter l'épisode que vous allez écouter, je vous propose de découvrir le témoignage de Juliette Moudoulot dans l'épisode 8 de la saison 1, maman d'une jeune fille autiste. Elle revient sur les premiers signes évocateurs, la pose du diagnostic, leur vie en Angleterre. C'est un très beau témoignage, plein d'espoir. Alors je vous souhaite une très bonne écoute. Merci encore Nadia. Aujourd'hui en France, on compte un enfant sur 136 qui sont porteurs. Et si on englobe les adultes, il y a 120 000 personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Ce sont des troubles chroniques du neurodéveloppement qui se manifestent généralement dans l'enfance. Le diagnostic se fait en général dans les alentours de 3 ans. Pour Warda, qui vit dans la région Grand Est et est maman solo d'un petit Liam, qui a 8 ans aujourd'hui, les doutes ont commencé aux alentours de 18 mois de son fils, pour finalement poser le diagnostic du TSA à ses 3 ans. J'ai toujours vu le TSA comme un grand défi à relever en tant que parent. On se lance dans un quotidien complètement chamboulé et un avenir très incertain. J'étais un peu loin du compte. Warda vous livre ici son histoire et celle de son fils Liam. Et c'est peut-être parce qu'elle est pleine d'énergie et spontanée qu'au final, c'est une histoire typique. Liam, en fait, a été diagnostiqué comme ayant des troubles du spectre autistique. Ça a été à l'âge de, je dirais, 3 ans et demi. Il a 8 ans, donc ça fait 5 ans qu'on a, entre guillemets, on a entamé cette nouvelle vie, on va dire, et voilà, quoi. En toute transparence, moi, de mon point de vue, Liam étant mon seul fils, j'ai rien vu du tout. C'est vrai que j'ai des neveux, mais quand ils sont nés, moi j'étais à l'étranger, je les ai pas vus grandir, donc j'avais pas du tout ce recul qui me permettait de voir que, en effet, mon fils se comportait pas forcément d'une manière ordinaire. C'est vraiment le personnel de la crèche qu'il fréquentait à l'époque qui m'ont alerté une première fois. Moi sur le coup, j'ai pas vraiment fait attention. Ils sont revenus à la recherche quelques mois plus tard avec le médecin scolaire et c'est là où je me suis dit, même si j'étais pas vraiment convaincue, je me suis dit, allez, on va quand même aller vérifier. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à démarrer les diagnostics, à consulter le médecin général. Mon fils ne réagissait pas quand on l'appelait, qu'il était en retrait du groupe, qu'il voulait pas forcément. C'est comme s'il n'entendait pas en fait, qu'il n'était pas connecté à l'environnement où il était. Et c'est vrai que moi, étant sa maman, je passais énormément de temps avec lui. C'était du face à face. Il parlait, il me regardait. Bon, il avait à l'époque 18 mois. Hein. À 18 mois, on peut pas attendre qu'un enfant soit non plus super extraverti. Donc c'est vrai que moi, c'était un peu ma difficulté au début de me dire oui, non, moi je vois rien parce que moi, mon fils, il est en communication avec moi. Certes, il n'est pas verbal, mais il me regarde, il me sourit. Enfin voilà.
J'étais avec le papa, mais c'est vrai que le papa a un boulot qui est très prenant, donc il n'était pas forcément là au jour le jour. Il travaillait de longues journées. Ça lui arrivait aussi de se déplacer pour plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc c'est vrai qu'il n'était pas forcément là. Il passait pas autant de temps que moi avec notre enfant. Le médecin de famille m'a redirigée vers une structure qui s'appelle le CAMS. C'est un centre médico-socio quelque chose. Je ne me souviens plus de l'appellation exacte. Mais en gros, c'est un centre qui est relié à la CAF, donc qui est pris en charge par l'État et qui faisait des diagnostics pour tout public en dessous de l'âge de 6 ans. Donc, moi, je tombais dans ce cas de figure. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition des parents une batterie de professionnels pluridisciplinaires, des psychologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, ce genre de choses, au sein d'un centre, et de faire en sorte que les parents ne déboursent pas l'argent pour les suivis, les diagnostics. Et c'est ce qui s'est passé pendant une année. J'ai fréquenté ce centre-là. Voilà, c'était quand même un petit peu compliqué parce que forcément, dans ce type de centre, on a quand même un public qui est… on peut avoir de tout. On peut avoir des gens qui ont un léger handicap comme on peut avoir des gens qui ont un lourd handicap. Et c'est vrai que moi, j'y suis allée, mais j'étais en train de me demander tous les jours qu'est-ce que je fais là, en fait. Et c'est bizarre parce que dans cette année aussi, c'est là où moi, j'ai vraiment vu que, en effet, mon fils ne se comportait pas comme les autres enfants, en fait. C'était radical du jour au lendemain. Je ne sais pas si c'est ma perception qui a changé. Je ne sais pas si c'est le fait pour lui d'intégrer cette structure qui a fait que finalement, il s'est révélé. Mais il y a eu un changement assez radical par rapport à son comportement. Alors, c'est vrai que ça, c'est un moment qui m'a pas mal marqué parce que je me souviens encore je crois que ça s'est passé sur 2-3 jours où quand je suis revenue du CAM, c'est que j'ai vu justement que mon fils se comportait pas de la bonne manière. J'étais forcément sous le choc. Je me suis dit, j'ai vu que mon avenir s'écroulait littéralement. J'étais au bout de ma vie. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai passé une nuit à ne pas dormir, à pleurer, deux, 3 nuits. Et je me suis réveillée un matin en me disant, c'est pas grave. Voilà, la vie, de toute façon, voilà, c'est là, tu ne peux rien faire. Et du jour au lendemain, je me suis réveillée avec une espèce de force qui a fait que du jour au lendemain, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai commencé à me renseigner, aller en ligne sur des groupes Facebook, à en parler autour de moi, pas forcément à tout le monde, mais dans mon cercle intime. Vraiment, littéralement, tous les soirs, j'étais sur des forums pour essayer de voir de quoi on parlait. J'ai commencé à mettre des mots sur ce qui se passait. J'ai entendu parler de TSA, j'ai entendu parler d'écolalie. Et forcément, quand on a des mots, des expressions et qu'on peut entre guillemets, dessiner ce qui se passe, ça m'a beaucoup plus aidé à trouver des solutions, à me projeter aussi. Donc là, voilà, c'était vraiment début 2000, je crois que c'était début 2016. C'était plus, je voulais m'assurer de faire tout ce que je pouvais pour aider mon fils. J'avais aucune garantie que ce que je faisais était bon, mais je me suis dit, tu peux absolument pas rester chez toi le soir après le travail, aller dormir ou regarder la télé. Il faut que tu te documentes, il faut que tu saches de quoi on parle, il faut que tu mettes sur pied un plan d'action. Moi, c'est vrai que quand j'ai repris le travail, il y a eu une accumulation, je crois, sur 6 mois, de beaucoup de stress, de fatigue. J'ai repris le travail, mon fils est parti à la crèche. Il y avait beaucoup de choses qui ont fait que moi, j'avais accumulé beaucoup de fatigue et ma perception était clairement pas la même que la sienne, en fait. Donc, c'est vrai que sur le coup, moi, je me suis sentie, c'est comme si j'étais dans la ligne de mire. Et je ne sais pas pourquoi je me sentais comme ça, mais j'ai vraiment senti que j'étais responsable de ce qui se passait et qu'il fallait que je fasse absolument tout pour pouvoir aider mon enfant, quoi. Parce que les gens de la crèche, les médecins, ils me parlaient à moi, ils me posaient des questions à moi. Les gens du CAM, c'est moi qui voyais, c'est à moi qui demandais comment ça se passe à la maison, comment vous faites quand votre fils se comporte comme ça, c'est pas au papa. Et c'est vrai que moi, j'étais vraiment démunie, je n'étais pas capable de dire, bah oui, en effet, j'appelle mon fils, il me répond pas, je lui demande de faire quelque chose, il ne répond pas. C'était mon premier enfant, forcément, moi, je me suis sentie accusée, je me sentais coupable, quoi. Le diagnostic a été posé 1 an et demi après. Ce problème de délai, moi, je me suis adressée au CRA, donc le Centre Ressources Autisme de ma région. Dès le début, on m'a dit il y a des délais, c'est des délais pour vraiment pouvoir accéder aux professionnels qui font passer les tests. J'ai dû attendre au moins 1 an avant d'avoir vraiment ces professionnels.
Après, ben voilà, effectuer différents tests à un certain intervalle. Et puis après, ben, avoir le fameux document, le fameux Cézanne, le fameux diagnostic. Voilà. En fait, la particularité chez moi, c'est que, et je crois que j'ai vraiment eu du bol, c'est que moi, la prise en charge, elle a commencé 1 an et demi avant. J'ai pas attendu que d'avoir le diagnostic et le document du CRA pour me dire je vais solliciter un tel et mettre les prises en charge en place. Et ça, je crois que ça m'a vraiment sauvée parce que 1 an et demi, c'est énorme quand on est aussi jeune et que ça fait toute la différence au moment où moi j'ai dû aller entre guillemets déposer mon dossier à la MDPH pour demander des allocations en fait, parce que j'étais déjà la roue, elle tournait déjà, j'avais plus de visibilité, on avait vraiment un plan d'action avec des objectifs, on avait aussi 1 an et demi de visibilité avec des vrais progrès, des progrès concrets en fait. Que même si au tout début, je crois que jusqu'à l'âge de 5 ans, il n'y avait pas forcément de progrès majeurs, mais voilà quoi. Moi, de toute façon, moi j'ai toujours eu l'habitude de me concentrer sur mon fils. Et mon fils est quelqu'un d'heureux, de souriant, donc il m'a toujours donné cette énergie. Donc moi, je me suis jamais vraiment inquiétée pour lui et son développement. C'était plus entre guillemets le monde autour, quoi, l'école, la vie sociale, éventuellement la vie familiale, tu vois. Donc je me suis vraiment jamais inquiétée de lui en tant qu'individu. Et je me suis dit, tu lui donneras le temps, quoi. S'il doit apprendre à parler à 10 ans, il apprendra à parler à 10 ans. Le plus important, c'est de communiquer. Et voilà. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des communications autres que verbales. On a mis en place un classeur PEX avec des pictogrammes. J'ai suivi la formation. J'ai demandé à son orthophoniste d'utiliser cette méthode et ça a permis à mon fils de s'exprimer. Il n'était pas verbal, mais avec son classeur et ses images, il a pu exprimer ses besoins. Donc tout ça, mis bout à bout, ça nous a aidé entre guillemets à mettre en place un canal de communication et ça, voilà quoi, ça nous a, je pense, épargné beaucoup de stress. Le diagnostic se fait en général entre 2 et 3 ans, grâce aux nombreuses visites chez le médecin ou le pédiatre que vous avez avec votre enfant. Ces fameuses évaluations, est-ce qu'il pointe du doigt, est-ce qu'il court, permettent entre autres de repérer des TSA. Les professionnels de la santé doivent donc bien être alertes et informés sur le TSA. Mais on constate en France qu'il y a quand même un certain retard vis-à-vis de l'autisme comparé aux autres pays européens. Et ce, malgré les plans d'autisme du gouvernement. Pourtant, savoir détecter les TSA très tôt chez les enfants permet une intervention ciblée et précoce et ainsi améliorer la qualité de vie de la famille. Comme je le disais tout à l'heure, Liam, il est toujours fidèle à lui-même, heureux, souriant. Franchement, il y a eu une espèce de changement radical où il est passé de la personne introvertie à quelqu'un qui veut parler à tout le monde, qui a aucun souci à aller entre guillemets s'incruster dans un groupe de jeux au parc. Et il va commencer à parler aux gens. Il va pouvoir être verbal et se faire comprendre. Il est aussi très friand de rencontrer des amis à moi ou leurs enfants, de sortir, d'aller au restaurant. Enfin, vraiment, limite, il a limite une vie sociale plus développée que la mienne. Il est scolarisé en ordinaire et il fait partie d'un dispositif Ulysse qui l'aide aussi beaucoup. Donc, c'est un dispositif dont le programme est adapté à ses compétences. Au niveau de ce qu'il sait faire, voilà, moi, quand je parle à la maîtresse, elle me dit qu'il fait des progrès et vraiment, moi, c'est ma priorité. Il est certes en retard par rapport à d'autres enfants, mais il a acquis le calcul. Il sait faire des additions, des multiplications, des soustractions. Il sait lire. Il a besoin de faire des progrès à nouveau, mais il sait lire. Voilà, l'écriture. Après, encore une fois, il y a des soucis de graphisme qui travaillent en ergothérapie, mais d'une manière générale, je me dis, je peux absolument pas me plaindre parce que quand je vois d'où on vient, je me dis, voilà, le train a quitté la gare, il faut juste qu'on trouve notre rythme de croisière et encore une fois, moi, je lui laisse tout le temps dont il a besoin, quoi. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment l'interaction sociale, parler ensemble, faire en sorte qu'il s'exprime vis-à-vis de moi, de répondre à ses besoins. Je suis plus trop dans le soir, il faut qu'on lise un petit livre parce que ça va l'aider. Je me dis, voilà, à un moment donné, il faut aussi lever le pied. Il est en Ulysse, c'est un dispositif adapté. La maîtresse me dit qu'il fait des progrès. À un moment donné, il faut aussi ne pas être tout le temps derrière lui, quoi. Est-ce que je suis objectif ou pas? Moi, encore une fois, c'est peut-être parce que à l'époque où on m'a annoncé le diagnostic, j'étais vraiment dans un état d'esprit où je voyais vraiment une vie noire. Et aujourd'hui, je me dis finalement, c'est pas si terrible que ça. Et honnêtement, il y a des enfants neurotypiques qui sont tout aussi en retard que lui, quoi. Donc encore une fois, moi, je me concentre sur les progrès et
Et je sais pas si enfin, en tout cas, moi, quand j'en parle à mes amis aux alentours, ils me disent tous, non, Liam, voilà, quoi, ça se voit pas, on se voit pas vraiment qu'il a un TSA. Si tu es avec des inconnus qui passent une soirée avec toi, ils remarqueront rien, quoi. Mm. Si tu commences à interagir vraiment un peu plus en profondeur et que tu fais partie de son cercle, je pense que tu remarqueras des comportements peut-être atypiques, une élocution qui est pas forcément tout le temps compréhensible. Des petites choses comme ça ici et là, mais je ne pense pas que les gens vont associer ça immédiatement au TSA. Oui, donc c'est vrai que les prises en charge, elles sont en place depuis qu'il a 3 ans. Donc l'orthophoniste, la psychologue ABA, alors c'est Applied Behavioral Analysis, c'est ce qu'on appelle de la psychologie comportementale. Et il y a également, donc je disais, pas kinésithérapeute, mais psychomotricienne. Et récemment, il a commencé l'ergothérapie. Donc, il a 3 disciplines qui sont adressées. Il a des rendez-vous toutes les semaines. Voilà, c'est inscrit dans son planning. Il a l'habitude. Enfin, voilà, ça fait partie de entre guillemets, de sa vie. Et voilà, on avance. Et on affine la prise en charge au fur et à mesure de ses progrès et de ses passages de classe en classe, en fait. Alors, moi, je peux prétendre, parce que depuis que j'ai un diagnostic, je peux prétendre à ce qu'on appelle un accompagnement de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Ça veut dire que chaque année, tous les 2 ans, moi, je peux monter un dossier de renouvellement pour dire voilà où on en est d'un point de vue scolaire, d'un point de vue social, voilà les prises en charge, voilà les coûts, que ce soit la nounou à domicile, que ce soit l'ergothérapie, la psychologie ABA. Et voilà, voilà ma demande d'allocation, en fait. Je demande une allocation, on va dire, ce qu'ils appellent niveau 2 ou 3 ou 4. Et c'est vraiment un jeu de, ben voilà, les dépenses, voilà ma situation aussi personnelle, est-ce que je travaille à plein temps ou pas. Et eux, ils vont juger si ben, j'ai droit au niveau de demande que j'ai formulé. C'est vraiment entre guillemets, un équilibre entre les prises en charge, les progrès de mon enfant, la perspective, le plan d'action, toutes ces choses-là, qui fait que chaque année, ben, jusqu'à présent, je peux pas me plaindre, j'ai toujours plus ou moins eu ce que je voulais, que ce soit en termes d'AVS, en termes de prise en charge. C'est pas optimal, parce qu'au final, je dois toujours débourser de ma poche. Mais encore une fois, c'est une question de priorité. Je n'ai pas vraiment le choix quelque part. Sans les prises en charge, je pense que j'aurais un gros souci. Donc voilà, je me dis, voilà, tu peux en tout cas aujourd'hui te permettre de rajouter ce pécule tous les mois pour la prise en charge et voilà quoi. Alors c'est vrai que depuis que Liam est né, moi, d'un point de vue professionnel, il y a quand même eu je ne sais pas si je peux dire des hauts et des bas, mais ma situation, elle a pas mal changé. Au début, j'étais clairement sous l'eau. J'ai eu du mal à accuser le coup. Et au fur et à mesure, je me suis dit, voilà, il faut que tu mettes en place des choses pour t'aider à te libérer du temps. Du coup, j'ai embauché des nounous à domicile depuis le début. Depuis que mon fils est en âge d'être gardé, il y a des nounous à domicile qui font le relais, des nounous à domicile qui font aussi le relais avec les professionnels et qui emmènent mon fils au rendez-vous. Il y a des fois où moi j'étais en train de changer de travail, donc j'ai repris la main sur ces choses-là. J'ai accompagné mon fils, j'ai fait que ça toute la semaine. Et là actuellement, il a à nouveau une nounou à domicile qui fait le lien, qui emmène mon fils au rendez-vous. Moi, je travaille à plein temps et voilà, je suis disponible pour tout le monde si besoin. Mais moi, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai appris à déléguer, j'ai appris à faire un pas en arrière parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tout gérer et que c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, dans les diagnostics, les évaluations, voilà, on passe à côté de beaucoup d'autres choses qui sont au final plus importantes. C'est vrai que c'est dur, mais je pense qu'il s'est passé 2 choses. D'une part, moi, d'un point de vue physique, je n'en pouvais plus. J'ai d'ailleurs eu une série de malaises qui vraiment, mon cerveau ne tenait plus. Et ça, c'était un premier point. Et de deux, c'est vrai que avoir la tête dans le guidon, je me suis rendu compte qu'au final, j'étais plus aussi efficace en fait. Et à un moment donné, même si c'était dur, je me suis dit voilà, fais un pas en arrière. Ça t'empêche pas d'appeler l'orthophoniste après la séance pour savoir ce qui s'est passé. Ça t'empêche pas d'aller voir la maîtresse pour voir comment ça se passe à l'école et s'il y a des choses que tu peux améliorer. Mais le corps enseignant et les professionnels en relation, fais tout ce que tu peux à côté, entre guillemets, fais de la gestion de projet, entre guillemets, tu vois. Occupe-toi de toute la structure autour, mais ne mets pas le nez dans les petits détails parce que je me suis rendu compte que psychologiquement, physiquement, je ne pouvais vraiment littéralement plus, quoi. Ça, c'était un fait. Et c'est vraiment un état que je ne veux plus retrouver.
parce que ça m'a pris du temps de sortir de ça. J'étais accompagnée professionnellement et maintenant que je ne suis plus là-dedans et que mon fils aussi a évolué, qu'il est verbal, qu'il a acquis plus de compétences, que les choses se sont tassées, ça va beaucoup mieux. J'ai le luxe aujourd'hui de me dire, voilà, tu peux déléguer à d'autres personnes, reste en contact, sois disponible pour elles et voilà, advienne que pourra quelque part. Alors, mon projet à l'époque, c'était de me dire, finalement, quand je revois ma vie, c'est vrai que moi, en fait, mon souci, c'est que j'ai accumulé beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves dures, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie personnelle. Et je me rendais pas compte parce que j'avais tout le temps la tête dans le guidon. Et un jour, justement, j'ai eu cette capacité de raconter à une amie, de parler de mon parcours et de revenir sur des moments de ma vie qui étaient très, très durs. Et là, j'ai accusé le coup. Je me suis dit, mais en fait, tu te rends compte de tout ce que tu as accumulé, quoi. Et limite, je me suis dit, mais comment tu fais pour être debout aujourd'hui, quoi. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, finalement, je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'autres parents qui doivent être exactement au moment où tu étais toi il y a 3-4 ans et qui doivent aussi se dire c'est la fin du monde, je vais pas y arriver ou quoi. Et si tu leur expliquais un peu comment toi tu t'en sors aujourd'hui, ce que tu as pu mettre en place pour que ça aille mieux, peut-être que ça les aiderait en fait. Et moi, c'était vraiment l'idée du podcast, c'est de créer un pont de communication entre moi et d'autres parents au parcours similaire et de montrer que on pouvait s'en sortir et que, comme je le disais tout à l'heure, même si pendant une période ça ne va pas, il faut vraiment se projeter, se dire, bon voilà, dans 6 mois, dans 2 ans, ça va aller mieux, c'est ça mon objectif, je vais m'en rapprocher au maximum en fait. Le premier, je pense, c'est vraiment, quand tant que parent, c'est d'écouter son instinct. C'est-à-dire que forcément, quand on ne sait pas de quoi on parle, on a tendance à se baser sur l'avis des professionnels, des médecins, du corps enseignant. Ça reste important, mais au final, c'est le parent qui a le pouvoir de décision sur ce que son enfant doit faire en fait. Et ça, moi, c'est aussi ce qui m'a un peu sauvée, c'est de me dire dès le début, parce que je m'étais documentée en amont, j'ai pu aller en ESS, ces réunions éducatives, et dire voilà ce que je veux pour mon enfant. Moi, je veux qu'il aille en école ordinaire et pas en IME pour telle et telle raison. Voilà les notions que je travaille en prise en charge libérale. Voilà le document d'un psychologue qui explique un peu son plan d'action, quoi. Et je pense clairement que si j'avais pas eu tous ces éléments en ma faveur, il est clair et net que mon fils serait pas en ordinaire, il serait pas au CP, il n'aurait pas appris à lire, ça c'est sûr et certain. Et encore une fois, j'avais aucune idée qu'on arriverait à passer toutes ces étapes, mais j'avais cette volonté de me dire voilà, il faut que tu essayes, peu importe ce qui arrivera, il faut que tu essayes, quoi. Si tu n'essayes pas, tu le regretteras toute ta vie, ça c'est sûr. Je pense que ça fait partie de ma personnalité. C'est vrai que moi, j'ai un parcours de vie qui fait que j'ai vécu à l'étranger. Je me suis retrouvée dans des situations compliquées. Du coup, j'ai dû me dépatouiller toute seule. Je me suis retrouvée, j'ai vécu 10 ans à l'étranger, donc j'étais vraiment tout seul. J'ai redémarré de zéro, je ne sais pas combien de fois dans ma vie. Ça, d'un côté, c'est vrai que dans ma tête, je me suis dit, je me suis toujours projetée, je me suis toujours dit, il est hors de question que mon fils subisse une vie qu'il n'a pas demandé. Et il faut toujours que tu fasses tout ce que tu peux pour qu'il ait une belle vie, en fait. Si tu n'y arrives pas, c'est un fait, mais au moins, tu sauras que tu as fait tout ce que tu as pu, en fait. En tant que maman, je me suis dit, ça, c'est le minimum syndical, tu vois. C'est vraiment lui fournir un environnement qui soit propice à son développement. Et après, voilà, advienne que pourra. Au jour d'aujourd'hui, même si ça va mieux, j'ai aucune garantie un jour qu'il soit totalement autonome, qu'il puisse avoir un travail, qu'il puisse peut-être avoir une vie sentimentale. Mais au final, je me dis, s'il n'y arrive pas, c'est pas grave. Au moins, tu auras tout fait pour accéder à cette étape de sa vie. Je me rends compte que les mamans d'enfants TSA précisément, maman et papa, je me rends compte que ce sont vraiment des personnes extraordinaires, littéralement, parce que quand je creuse dans leur parcours de vie, j'ai jamais eu affaire à quelqu'un qui l'a eu facile, en fait. On a tous cette similitude de dire, forcément, c'était une déflagration dans nos vies. Forcément, en fonction des profils, il y a certaines personnes qui ont eu des situations encore plus dures ou qui sont encore aujourd'hui dans des situations très dures et malgré ça, elles sont là à essayer au maximum d'aider leur enfant. Tu vois, il y a cette force de caractère et pourtant, des fois, tu as affaire à des gens qui sont introvertis, qui, au final, n'ont pas, on se dirait, elles n'ont pas les épaules pour, et elles n'ont pas eu d'autre choix. Et le fait d'être mère et de d'avoir cette volonté d'aider leur enfant, c'est ça qui, moi, m'a épatée et de me dire, finalement, tu pourrais déplacer des montagnes pour ton enfant, en fait.
Souvent, on dit au début, c'est la mère, on parle de, je sais pas, de gènes ou je ne sais quoi, enfin, plein de choses. Je me suis dit, que ce soit ça ou pas, ça ne changera rien. Que ce soit de ma faute ou pas, ça ne changera rien. Ce que je dois faire, c'est exactement la même chose. Donc, je me suis dit, mets ça de côté, concentre ton énergie sur ce qui est, sur ce qui a un impact. Bah, c'est vrai que mon enfant, à l'époque de son diagnostic, a été considéré comme modéré. Je pense qu'aujourd'hui, il a quand même pas mal progressé. Et il y a des enfants qui ont un autisme plus lourd et qui, malheureusement, ont des tas de troubles sensoriels. La lumière, le bruit. Et littéralement, quand ils mettent un pull d'une certaine matière, ça peut les déranger. Et moi, je trouve que Liane, de ce point de vue-là, Dieu merci, il n'a pas tous ces troubles-là, en fait. Le trouble que mon fils il a, c'est vraiment dans l'interaction avec autrui et dans sa capacité à s'exprimer de façon compréhensible, en fait. Et encore, ça, c'est vraiment quand quelqu'un ne le connaît pas. Donc, je trouve que ça reste assez léger et c'est des notions sur lesquelles on travaille, en fait. Et il n'est pas violent, au contraire, et il est pas. C'est quelqu'un qui est très câlin, qui aime beaucoup aller vers les gens. Il n'est pas renfermé sur lui, en fait. Alors, c'est vrai que quand on repense à l'autisme, on fait souvent référence à Dustin Hoffman dans Rain Man. Mais c'est vrai que depuis, je ne sais plus combien d'années, il y a eu un moment donné dans le corps médical où ils ont fait une espèce de réévaluation des différents degrés d'autisme. Et je crois qu'il y a 3 à 5 différents niveaux. Et c'est vrai que maintenant, l'autisme, le trouble du spectre autistique englobe tous ces niveaux. On peut passer du léger, c'est-à-dire quelqu'un, ce qu'on appelle un autiste Asperger, c'est une personne qui a des facultés mentales et psychologiques ordinaires, mais qui a des troubles dans l'interaction, en fait. C'est-à-dire que si tu ne parles pas avec cette personne, tu ne remarqueras même pas qu'elle est autiste. Et une personne Asperger est dans la même catégorie que, pas dans la même catégorie, mais entre guillemets, le spectre englobe ce type de personne, tout comme elle peut englober quelqu'un qui est totalement enfermé, quelqu'un qui n'est pas verbal, quelqu'un qui n'est pas en communication avec autrui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ça crée pas mal d'amalgames parce que les gens ne comprennent plus en fait qu'un autiste de niveau léger et fait partie du même trouble du même spectre que quelqu'un qui est un trouble élevé en fait. Oui, c'est vrai qu'il y en a certains, quand elles m'expliquent un peu leur quotidien, bah, je me rends bien compte que voilà, ça peut être compliqué parce que c'est des enfants non verbaux. Donc, il faut s'imaginer ne pas entendre la voix de ton enfant ou tout ce que tu entends de ton enfant, c'est des cris. Moi, c'est une étape que j'ai vécue au tout début. C'est vrai que ça peut être très, très dur. Moi, j'ai mis en place le PECS. Certaines personnes ne connaissaient pas ce système, tu vois, je leur en ai parlé, elles étaient en mode, on m'en a jamais parlé, aucun professionnel m'a parlé de ça. Donc oui, ça doit être super, super dur, quoi. Et tu en as d'autres, ben voilà, tu comprends bien en effet que ben, leurs enfants, finalement, ils sont à l'école, ils ont même pas forcément de diagnostic, ils n'ont pas d'AVS. Voilà, tout roule. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'amis, ils n'ont pas de vie sociale. On pourrait se dire, bah, finalement, c'est pas grave. Pour ce parent-là qui ne connaît que ça, bah, elle peut se dire, bon, bah, moi, je m'inquiète de l'avenir de mon fils, comment il va faire plus tard quand je serai plus là. Après, c'est chacun sa situation, chacun ses moyens, chacun son environnement. Donc, on peut difficilement comparer bah, les situations des uns et des autres. Clairement, dans la société où on vit, en France, j'estime que l'information doit venir aux parents. Ce qui se passe, c'est que je crois que c'est en 2019, le gouvernement a créé ce qu'on appelle des PCO, c'est des plateformes de coordination ou des je ne sais quoi. En fait, c'est des plateformes en ligne où, bah, quand un parent a des soupçons, peut s'inscrire sur cette plateforme. C'est, on va dire, l'aspect virtuel d'un CAMS et tu peux accéder à une batterie de professionnels pluridisciplinaires. Et je crois que jusqu'à l'âge de 6 ans, tu peux faire poser un diagnostic à ton enfant et ça te permet un peu de mettre la machine en route et de commencer à être pris en charge en fait. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'avant, ça se faisait pas parce que les parents, malheureusement, bah, le temps qu'ils se rendent compte qu'il y a un handicap, un peu comme moi j'ai attendu 3 ans alors qu'on m'a alerté à 18 mois. Tu vois, les années passent et tu perds beaucoup de temps. Et ce type de plateforme permet aux parents bah de commencer la prise en charge dès le début. Ça commence tout doucement à bouger. J'estime clairement qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus, ça c'est sûr. Quand je vois des pays comme les États-Unis, des pays comme le Canada, où ils multiplient les initiatives, je me dis que la connaissance est là, l'expérience est là, et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi on en est toujours au même stade. La France a cette réputation d'être super en retard. On a limite 30 ans de retard par rapport aux autres pays européens, et je trouve ça aberrant. Je peux comprendre qu'à un moment donné, voilà, c'est un sujet qui n'est pas facile, il faut des moyens, mais je reste persuadée qu'il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place en dépensant un budget limité, en fait.
Moi, le gros souci en France, c'est qu'il y a encore beaucoup trop une espèce d'omerta de tout ce qui est du monde psychanalytique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, quand un parent va consulter un médecin, souvent on va rejeter la faute sur les parents, on va s'intéresser à la vie des parents, comment ça se passe à la maison, comment s'est passée votre enfance. Très Freud, quoi. Et forcément, les parents ils ne comprennent pas trop, on ne les aide pas forcément, on les accuse. Donc, il y a vraiment une espèce de disparité entre ces deux mondes, en fait. Et c'est vraiment une question de chance de se dire, je suis tombée sur les bonnes personnes qui m'ont écouté, qui m'ont aidé. Parce que moi, quand je suis allée au CAMS, je dois t'avouer que j'ai eu ce genre de discours, hein, où on m'a demandé comment ça se passe à la maison, qu'est-ce que vous faites, comment s'est passée votre enfance, comment s'est passé l'accouchement, la grossesse. Et tout de suite, moi, j'ai senti le malaise et je me suis dit, c'est pas bon, ça sent mauvais. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai commencé tout doucement à basculer vers le monde libéral, où là, j'ai vu que l'approche était totalement différente, qu'on m'a écouté, qu'on m'a pas demandé comment s'est passée la grossesse, qu'on m'a demandé quels étaient les objectifs que je voulais atteindre. Et c'est ça qui est dommage, c'est que les parents, très vite, peuvent être un peu suspicieux de ce système qui ne veut pas évoluer, qui se focalise sur des notions qui ne sont pas importantes. Et pour moi, clairement, ce qui devrait changer, c'est un peu faire un grand nettoyage de tout ce monde médical, quoi. Pour moi, la psychanalyse n'a rien à voir avec le TSA, ça c'est clair et net. D'ailleurs, on peut voir des exemples de parents qui disent clairement, voilà, la psychanalyse, c'est quoi? C'est enfermer les enfants, c'est pas les aider à se développer, c'est par moment leur donner des médicaments. Il n'y a pas de perspective d'évolution, donc je ne comprends pas l'intérêt. Alors que dans une approche développementale, on a cette notion on part du point A pour aller vers le point B, voilà les objectifs qu'on s'est fixés, voilà ce qui est réaliste, voilà ce qui ne l'est pas, et on avance en fait. Et surtout, l'élément moteur, c'est quoi? C'est l'inclusion de la société. C'est s'assurer que les enfants puissent vivre dans la société, puissent aller à l'école, puissent accéder à des activités, des loisirs, qu'elles puissent s'exprimer correctement. Je pense que le souci, c'est qu'il y a des années en arrière, quand tu faisais une formation médicale, il y avait, le monde n'était pas évolué. Tout ce qui approche développemental, je crois que c'est arrivé dans les années peut-être 70, je ne sais pas. C'est arrivé assez tardivement. Donc forcément, certains pays comme les États-Unis, comme je le disais, la Suède, tu vois, ils ont accusé le coup, ils ont intégré ça à leur prise en charge. La France a un retard. Pourquoi? Je ne saurais pas te le dire. On parle souvent, il y a une notion de maman frigo, en fait. Ils disent que quand la maman n'a pas passé une bonne grossesse ou qu'il y a une grossesse qui ne s'est pas passée comme il fallait, l'enfant le ressent et que du coup, quand il naît, il se sent un peu isolé, il n'est pas en connexion avec sa maman. Il y a toute une série de notions comme ça, psychanalytiques, disant que la maman, elle est là pour étouffer l'enfant, en fait, et que c'est ça qui empêche l'enfant de se développer, de s'ouvrir au monde. On parle de maman frigo, on parle il y a d'autres notions. Il y a des médecins comme ça qui ont sorti des théories disant que un enfant autiste, c'est à cause de sa maman, en fait. Ça va loin, hein, ça va loin, mais ça, c'est des choses, clairement, que moi-même, j'ai entendues et qui est vraiment très présent encore aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais je sens que psychologiquement, moi, j'ai évolué et que je suis prête à affronter tout et n'importe quoi. Peu importe peu importe ce qui arrive, quoi. Vous l'aurez ressenti, l'énergie, la détermination et la spontanéité de Warda ont joué, c'est sûr, dans le résultat de la vie d'aujourd'hui de Liam. Elle a su s'entourer des bonnes personnes, se poser les bonnes questions au bon moment et prendre les bonnes décisions qui lui allaient à son fils, mais sans s'oublier elle. J'ai d'ailleurs dû couper une question que j'ai posée à Warda sur quel métier veut faire son fils. Et elle m'a répondu qu'il lui avait dit qu'il voulait être avec sa maman. J'ai trouvé ça très mignon. Merci Warda pour tes confidences. Si vous vous posez des questions sur vos enfants, je vous mets dans les notes de l'épisode des ressources pour vous aider dans le diagnostic. Warda a aussi un podcast qui vous sera d'une très grande aide si vous êtes concerné par le TSA de près ou de loin. Il s'appelle L'étincelle invisible de l'autisme et c'est une vraie mine d'or en termes d'information. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous sur Instagram si vous souhaitez continuer la discussion. Vous pouvez aussi me soutenir sur Apple Podcast avec un commentaire et une note 5 étoiles. C'est toujours très utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. À très vite.